Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Malou Salut. Monroe, c'est Pédagogie, c'est saison 4 et on est avec Edwige. Coucou. Ça va? Ça va très bien et toi? Oui. Edwige, t'es créatrice de contenu? Oui. Sexo? Oui, exactement. Mais avant ça, t'as eu quand même un long parcours qui n'avait rien à voir. Exactement. Et tu t'es dit, je vais prendre les armes, je vais parler de sexe. Exactement. Je vais me filmer alors que t'es hyper timide dans la vraie vie. Ouais. Et je vais en fait de manière ultra pédagogique et vraiment sans tabou parce que vraiment toi t'en parles frontalement quoi. J'y vais. Ah c'est un truc de fou avec ta main comme ça. C'est comme ça. C'est incroyable, tu sais, ça t'hypnotise en même temps et en même temps t'apprends, genre c'est trop bien. Et t'as appelé ton compte Insta Vicu. Alors, de base, je l'ai appelé Wikipédia. Voilà, mais en fait j'avais pas si on disait C'était- Vicu. Parce que c'était un jeu de mots avec Wikipédia et le cul. Wikipédia. Ouais. Mais je me suis fait attaquer en justice par Wikipédia. Mais non. Donc, du coup, j'ai dû... Ça veut dire quand même que tu pesais dans le game quand même parce Bah, qu'ils sont Du coup, je me dis que voilà, s'ils m'ont repéré, c'est que. Mais en tout cas, ça leur a pas plu. Ça les a fait rire. Ils ont Ouais. reconnu que le jeu de mots était drôle. Bah oui. En revanche, voilà, ils me donnaient, je sais plus, 2 mois pour changer de nom, sinon ils m'attaquaient vraiment. Donc du coup t'as raccourci. Du coup, j'ai essayé de retrouver des noms et puis en fait, comme les gens instinctivement m'appelaient juste Wiku, je me suis dit bah allez, j'enlève juste le pédia. Ils étaient ok pour ça. J'adore Et comment c'était t'en parles parti. trop sérieusement. Juste le pédia, oui, cul. Non mais attends, c'était terrifiant parce que c'est quand même le pot de fer contre le pot de terre quoi. Quand tu te fais, tu as une mise en demeure de Wikipédia, je veux dire, tu fais pas la maline. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, c'est ultra. Enfin, ça veut dire quand même que tu es toi-même une pédagogie en fait. Enfin, non, pas en une tout cas- pédagogie. Le terme, c'est quoi? Wikipédia, Pédagogue. c'est. Non, mais tu sais, c'est. Putain, Ah oui, J'ai oublié le mot parce qu'on maintenant sur internet, une c'est quoi, encyclopédie. une encyclopédie. C'est-à-dire quand même que, enfin, c'est sérieux, tu vois. On va aller te voir, on a une question, on a une idée. Bah voilà. D'ailleurs, le seul livre que j'ai écrit et que j'écrirai jamais est une encyclopédie de l'intime. Pourquoi tu n'écriras jamais? Parce que c'était trop de stress. Ah ouais. C'est bien, moi je suis contente, tu vois. Pourquoi? Parce que t'étais encore plus en lumière du coup? Non, c'est pas ça, honnêtement, ça m'a pris vraiment énormément de temps, beaucoup d'anxiété. Et puis c'est la seule idée que j'ai jamais eue d'écrire cette encyclopédie de l'intime parce qu'elle faisait défaut. Et je suis contente de l'avoir faite. Et puis après, voilà, je trouve que c'est suffisant. Enfin, à moins que j'ai une idée un jour qui m'anime vraiment. Mais écrire pour écrire, moi, tu vois bien, mon truc, c'est parler. Ouais, je vois bien. Mais du coup, au début, donc, tu m'as dit que t'étais pas du tout du coup en lumière, pas devant les caméras et tout. Non, pas du tout. Tu t'es formée en tant qu'infirmière? Ouais, moi j'ai fait, du coup de base, j'ai fait un master pour être prof. Je voulais absolument être professeur des D'où écoles. quand même la pédagogie qui était en toi quand même Voilà, de base. il y avait un truc comme ça. Enfin, la main, j'adore. Il y avait un truc, je sais plus, j'ose plus. tu vois que tu vas pouvoir parler même avec le micro. Oui, je vois ça. Tu vois, elle était inquiète et juste pour pouvoir continuer à parler avec les mains. Ouais, c'est très T'inquiète, important pour moi. t'inquiète. Et donc diplôme voilà, de prof. master pour être prof, et puis échec une première fois du concours, et je me mets à travailler dans les écoles en tant qu'animatrice pour enfants, et je rencontre un petit garçon autiste. Et là, je méconnaissais l'autisme. Je trouve que ce gamin est passionnant, mais que personne ne l'investit beaucoup, et il est très seul dans la cour d'école. Bref, je me demande quel métier je peux faire pour être au contact d'enfants autistes ou de personnes autistes. Et puis, en fait, très vite vient le métier d'infirmière, quoi. Donc, comme j'ai une année un peu libre, comme ça, en attendant de repasser mon concours, je me prépare au concours de l'école d'infirmière. Et puis, j'ai les deux. Évidemment, parce que c'est toujours comme ça la vie. Donc, comme je garde 2 ans le bénéfice du concours de prof, je me dis, je tente l'école d'infirmière, et puis si ça me plaît pas, j'ai mon concours qui m'attend, je peux rentrer. Voilà. Je sais même plus comment ça s'appelle, l'école des profs, mais voilà. Bon, t'inquiète, on te fait confiance. Et je ne sais même plus. Et donc du coup, en fait, instantanément, dès que j'ai mis le pied à l'hôpital, c'était pas du tout en lien avec l'autisme. C'était un service de cancéro, mon premier stage, mais j'ai tout de suite adoré m'occuper, peu importe le public en fait. Aider les gens. Aider, etc. Ensuite, je me rends compte que quand même c'est la psychiatrie qui me passionne le plus, donc je décide de troquer mes stages parce qu'il y a des stages qui sont beaucoup plus prisés que d'autres, la réanimation, les trucs un peu voilà comme ça, je sais pas, très psychiatrie. La psychiatrie, personne n'en veut. C'est l'hôpital psychiatrique qui va après ta santé. Exactement. Okay. Donc moi, je troquais mes bons stages contre des stages de psy qui pour moi étaient les plus intéressants, quoi.
Donc voilà, et puis au final, je suis diplômée et je commence ma carrière à Paris, parce que je suis bretonne, mais pas beaucoup de travail pour les infirmières en Bretagne. Ouais. Donc j'arrive en région parisienne en pédopsychiatrie avec des enfants de tout profil. C'est là où on se demande quel a été le déclic, qu'est-ce qui fait que tu as voulu parler de cul tout à coup Parce qu'en fait, très vite, j'étais chez les tout petits, les 6-12, et c'était très difficile pour moi. Toujours en département psychiatrique. Psychiatrie, unité fermée, des enfants très malades. Et c'est vrai que les 6-12 avaient de telles carences affectives que pour moi, c'était assez insupportable. Moi, j'ai un parcours de placement à l'aide sociale à l'enfance, etc. Et je me suis dit, je vais peut-être aller plutôt chez les ados. Pour me protéger moi, pour aussi que ce soit adapté, voilà, moi je fasse pas de transfert avec les enfants, etc. Donc très vite je vais chez les ados. Qui dit adolescence dit puberté et tout ce que ça entraîne. Sexuel, questionnement, etc. Et très vite, je me rends compte qu'en fait, à chaque fois qu'il est question de sexualité, que ce soit dans les symptômes des patients, c'est-à-dire des troubles sexuels une hypersexualité, des choses, des mises en danger sexuelles aussi. En fait, tout le monde fait l'autruche. Au sein même d'une unité. Alors, soit c'est parce qu'ils arrivent parce qu'ils se mettent en danger ou qu'ils se sont mis en danger, ou soit dans l'unité, on a peur qu'il y ait des agressions envers d'autres enfants. Ou simplement des questions de puberté, de contraception, etc. Quand même l'impression que tout le monde botte en touche. Donc, personne n'a vraiment de réponse. Non, on n'a pas envie de répondre, c'est différent. Parce que j'espère qu'en tant que soignant, médecin, etc., on a quand même une partie des réponses. Mais je sens qu'il y a quand même une gêne. C'est pas mon rôle, chacun se lance la balle, quoi. Alors que quand même, il faut savoir qu'en psychiatrie, on a accès donc à la maladie. Moi, pour le coup, c'est une unité où les enfants étaient extrêmement malades, les plus malades de France. On recueillait vraiment les enfants de toute la France que les hôpitaux ne savaient pas soigner. Donc on a accès quand même à une certaine intimité des patients qui sont souvent désinhibés, etc. On fait des toilettes, on les accompagne aussi dans l'intimité, on a accès à des histoires de famille, enfin plein de choses qui sont hyper tabous. Et malgré tout, persiste le tabou autour de la sexualité des patients. Je trouvais quand même ça étonnant. Et puis la santé sexuelle, ça fait partie de la santé au global. Et pour moi, on se doit de répondre aux ados. Et pourquoi toi, Edwige, t'as été celle qui s'est dit, allez, je prends ça. Parce que moi, naturellement, j'avais pas de tabou avec ça. En tout cas, c'était. T'as grandi dans une famille où il n'y avait pas de. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai des parents punk. Ok. Donc, du coup, de ce côté-là, ils étaient sans filtre. Et puis, d'un autre côté, comme j'ai été placée à ma naissance chez mes grands-parents, eux étaient très, très stricts. Donc, c'était vraiment on avait cette espèce de conflit comme ça. Du coup, tu t'es dit, il y a quelque chose qui existe et ça t'a donné envie de t'y intéresser, quoi. Ouais, je me suis dit, c'est un sujet comme un autre. J'ai certainement des choses à apprendre, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour répondre aux questions des ados. Ok. On avait un planning familial dans la Piquet-Salpêtrière. Donc, hyper confort, parce que si j'avais un rendez-vous pour un gamin, j'étais à pied pas très loin pour les accompagner. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu accès à mes premières petites fiches pédagogiques, flyers, etc. Qu'après, j'adaptais avec mes moyens du bord, de la fonction publique, quoi, à l'âge des patients, à l'âge mental des patients aussi. Et puis, tu t'es pris une petite casquette de sexothérapeute, quand même, mine de rien, avec les moyens du bord. J'ai bidouillé, honnêtement, c'était vraiment... Mais je voyais quand même que du coup, les collègues aussi pouvaient me refiler la patate chaude facilement. On m'avait un peu ciblée comme la personne qui allait répondre aux questions. Et puis moi, ça m'allait. Mais tu t'es placée aussi comme ça, petit à petit. Oui. Et puis en fait, ça a arrangé tout le monde. Ouais. Donc moi, au final, je me suis dit, ok, go, je fais comme ça. Impossible en revanche de me faire financer une formation quelconque, manque de moyens, pas la priorité en psy. La sexualité, ce n'est pas la priorité. Non. Alors que la psychologie et la sexualité, on est bien d'accord, que c'est quand même extrêmement lié. Mais il faut savoir que la psy, quand même, c'est vraiment le parent pauvre de l'hôpital public. S'il y a de l'argent à mettre, c'est pas chez nous. Donc je comprenais aussi. Ensuite, je suis passée chez les jeunes adultes. Donc là, toujours en hôpital. Alors non, en centre médico-psychologique. Ok. Du coup, les patients sont sortis, mais du coup, nous, on s'occupe du suivi quotidien ou hebdomadaire des patients pour être sûr qu'ils prennent bien leur traitement, qu'ils sont solubles dans la société, qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour quelque chose. Et là, je comprends pas parce qu'à nouveau se répète ce gros tabou de la sexualité. Alors que je pensais qu'en passant d'ado à adulte, on allait se détendre quand même sur la thématique.
Eh ben non, pas du tout, alors qu'il faut savoir que la deuxième raison pour laquelle les patients arrêtent leur traitement, c'est l'impact sur leur vie sexuelle. La première, c'est la prise de poids. Là, il n'y a pas de tabou. Donc souvent les antidépresseurs, par exemple. Les antidépresseurs, les antipsychotiques, les thymorégulateurs sont des traitements qui font prendre du poids la plupart du temps. Donc, on pose les questions naturellement en entretien. Est-ce que vous avez vu une prise de poids particulière ? Est-ce que le traitement vous gêne ? Est-ce que vous avez des effets secondaires ? Mais sans jamais parler de l'impact que ça va avoir sur la sexualité. Les patients, on ne les a jamais autorisés à parler de leur sexualité dans tout leur parcours psy. Ils ne se sentent pas libres d'en parler. Donc, ils ne le disent pas. Puis, ils arrêtent de bander. Ils arrêtent d'avoir des orgasmes. Ils n'ont plus de libido. Des fois, c'est associé à une prise de poids. Alors, du coup, on ne se reconnaît plus, etc. Enfin, tout ça fait qu'ils arrêtent sans nous dire la raison. Donc moi, j'avais du mal à comprendre. Je dis, mais quand même, nous, c'est important de savoir pourquoi ils arrêtent, parce qu'on peut adapter les molécules. Et toutes les molécules ne se valent pas. Enfin, ne se valent pas dans le sens où les effets secondaires sur un patient ne sont pas forcément les mêmes que sur un autre. Et donc, à nouveau, j'ai repris cette place-là de la référente du cul pour toutes les questions des patients, que ce soit des questions de contraception, que ce soit des questions de fonctionnement, d'anatomie, enfin vraiment de l'éducation sexuelle basique. Et puis parfois j'avais aussi des patients en couple qui venaient me consulter parce qu'il y avait une perte de désir, parce que, en fait, voilà. Et donc, mais c'était des gens qui continuaient à faire partie du centre. Ouais, c'est nos patients. D'accord, mais ça pouvait être des gens de l'extérieur. Là, on n'était plus dans une unité fermée. Alors, ils ne pouvaient pas venir. Non, si tu veux, dans un centre médico-psychologique, il faut s'adresser avec un problème. Bon, déjà, il ne faut pas avoir les moyens d'aller dans le privé. Ouais. Ça, c'est parce que sinon, on n'aurait pas les moyens d'accueillir tous les gens qui n'ont pas trop les moyens. Ensuite, il faut quand même avoir une détresse assez importante, psy. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le libéral puisse s'en charger. Et puis, vous ne pouvez pas venir directement me voir pour la sexo. D'accord. Il fallait avoir un trouble psy. Et ensuite, quand dans la prise en charge psy, on voyait qu'il y avait nécessité d'aborder la sexualité, et ben c'était pour moi. Voilà, ok. En gros. Et donc là, tu t'es rendu compte que tu pouvais développer du coup des armes un peu pour transmettre, pour écouter, pour donner des conseils. Et qu'en fait, surtout, ce qui était génial, c'est que tous mes collègues m'ont regardée comme vraiment une zinzin quand j'ai commencé à aborder le sujet. Parce que moi, j'étais la plus jeune dans les centres médico-psychologiques en général. On a plus de 50 ans. Moi, je suis arrivée, je sais pas quelle, j'avais 32 ans. J'étais la gamine. Ils osaient pas faire des blagues de cul devant moi. Enfin, ils avaient peur de me gêner et tout. Voilà, comme en général, je paye pas de mine. Et du coup, quand du jour au lendemain, je me suis mise à parler de la sexualité des patients, ils m'ont tous regardé un peu comme ça. Mais qu'est-ce qui lui prend à la petite, quoi. Et il y a toujours ce jugement de toute façon, même si j'adore mes collègues, etc. Mais il y a toujours de certains collègues cette espèce de regard bizarre qu'on a sur les gens dont le métier ou la spécialité tourne autour de la sexualité. Tout à fait. Tu vois. Et donc je sentais bien, surtout je te dis pas les psychanalystes, tous les freudiens, les lacaniens, ils me regardaient vraiment genre ça ne va pas du tout Edwige, elle pète un câble. Et puis au final ils ont pu, moi par contre j'avais un cadre qui me laissait carte blanche. Sur ça, j'avais même un créneau par semaine les vendredis après-midi pour accueillir les patients, etc. Et ils ont tous vu sur certains patients très malades un apaisement de la clinique. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne va pas soigner une maladie chronique psy. En revanche, ça peut apaiser quelque chose dans l'anxiété et dans le comportement, dans les troubles du comportement, de savoir qu'on n'est pas complètement zinzin, que ce qu'on fait, les autres le font aussi, que c'est normal que le corps parfois fonctionne, parfois dysfonctionne. Enfin, juste d'être rassuré, en fait. Il faut savoir que les patients psy ont très peu accès au numérique. Souvent, ils sont exclus numériques. Et c'est pour ça que tu t'es lancée sur les réseaux, du coup moi, j'étais sûre de ne pas trouver mes patients. Du coup. C'est des psys, je comprends pas. Non, en fait, on dit souvent qu'ils sont exclus numériques, les patients psy, parce que moi, mes patients psy, c'est pas le tout venant qui a une dépression, un TDAH, etc. C'est des patients schizophrènes, très malades. C'est vraiment la fonction publique chronique, psychiatrique, très malade. Souvent, ils n'ont pas les moyens déjà d'avoir des téléphones, etc. Mais ensuite, c'est trop compliqué. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'ils sont exclus. Et en fait, moi, ce qui a fait que je me suis retrouvée sur les réseaux, c'est un soir un peu pompette avec mon meilleur pote. Il me dit,
écoute, franchement, si tout le monde avait accès à ce que tu sais sur les relations de couple, sur la sexualité, les gens seraient beaucoup plus heureux dans leur vie. Tu veux pas faire un truc public sur les réseaux, etc. Alors moi, j'étais pas du tout réseau déjà de base, quoi. Moi, je suis la génération Facebook, faut savoir. Donc, du coup, j'étais là, ouais, qu'est-ce que tu... Enfin, je savais qu'il y avait des gens qui faisaient très bien ce travail-là sur les réseaux sociaux. Il y avait déjà des comptes sexos qui existaient. Il y avait déjà des comptes sexos, donc je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus. Et puis... Ta main. Ma main, déjà, c'est ça. Ta vibe. Et puis, bah, lui, il me disait, oui, mais toi, c'est ton métier, enfin, etc., machin, bon. Et puis, on a dit, ok, moi, on fait un jeu. Si je perds, je crée un compte. Si je perds pas, je crée pas de compte. Et perdre, ça veut... Ah oui, d'accord. Ouais. Perdre au jeu qu'on a fait. Et bon, je ne raconterai pas dans les détails, mais c'était très très drôle. Ok. Je perds. Ton meilleur ami ou ton sex friend? Ah non, pas du tout, meilleur pote. Okay. Non, vraiment... Je t'aime Bastien, mais zéro attirance. Alors, mais du coup, voilà, on se marre et tout. Mais je lui dis, ok, bah, j'ai perdu et tout, mais go, si tu me trouves un nom drôle, percutant, etc., j'y vais. Mais sinon, si c'est pour avoir un nom de merde, ça m'intéresse. Ah ouais, toi tu penses direct juste au nom. Après, sinon, voilà. let's go. Bah parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut créer un compte, il faut lui donner un nom, en fait. Oui, Wikipédia. Et du coup, c'était une super idée parce que tu as eu un procès au cul derrière. Exactement. C'est magnifique. Vraiment, Bastien, on te kiffe. Merci. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça hyper drôle. Enfin, je me suis dit, au début, on avait bibliocu, des trucs, mais ça faisait quand même un peu chiant. Ouais. Et Wikipédia, ça posait un peu le contexte de pédagogie, d'encyclopédie, de ce connaissance. Et il y avait le mot cul dedans qui venait un petit peu aussi faire moins sérieux. Enfin, je trouvais que c'était cool. Mais comment t'as réussi à te dire, parce que là on parle du nom, tout ça, mais à la base quand même t'es hyper timide. Alors comment tu t'es dit, vas-y je me filme et je parle de cul, enfin, c'est quand même... En fait, pendant 1 an et demi, personne ne m'a vue. Tu te cachais? Non, je faisais des vidéos avec mes mains. On me voyait jamais, soit je faisais des posts. Juste tes mains? Ou soit je faisais des vidéos avec mes mains. En mode ASMR, mais je faisais passer des feuilles. Incroyable. Je défilais en fait, j'écrivais mes textes, je faisais des petits dessins, etc. Comme sur les réseaux, ce qu'on voit en fait, des trucs qui passent. Exactement, mais sauf que les gens sont derrière, mais moi c'était devant moi et on voyait que mes mains qui passaient. Donc tu allais step by step, tranquille. Ah, j'avais jamais pris. De toute façon, tant que j'avais des patients, il était hors de question qu'ils me reconnaissent pour pas biaiser la prise en charge qu'on avait ensemble, etc. Et donc du coup j'étais protégée, j'étais tranquille, je me disais je pouvais continuer comme ça longtemps. Et t'as vu que ça a pris quand même sans qu'on te voit? Ah oui, je pense que on m'a pas vu. Je devais avoir plus de 100 000 abonnés sans qu'on m'ait jamais vu. Incroyable. Donc comment t'expliques cet engouement là par rapport à tous les comptes sexos alors déjà Internet? Je suis arrivée au moment du confinement. Que c'était quand même le bon moment, tout le monde était confiné, on savait pas si on allait mourir, donc autant ouvrir le champ des possibles. Au cul, quoi. Exactement, si on va peut-être mourir demain, donc autant explorer. Ouais. Voilà, moi je vivais le Covid en service, c'était hyper dur, et donc le soir j'avais envie de parler de tout sauf ça, donc parler de cul de façon légère, du coup c'était un peu mon exutoire. De toute façon dans les conversations voilà. À cette époque. Donc moi c'était vraiment mon exutoire, tu vois, je rentrais, je me dessapais, je mettais tout à désinfecter là, et hop, je me mettais sur les réseaux, quoi. Ok. Et comment on t'a montré ton visage petit à petit? Ouais. Tu dis ok, let's go. C'est comme un podcast comme aujourd'hui. J'étais invitée par une marque à faire tourner une vidéo. Et quand ils m'ont proposé, ça me séduisait, parce qu'en plus c'était pour parler de prostate. Bon, j'avais trop envie de débunker des trucs et tout. Ouais. Et d'un autre, j'étais terrifiée, quoi. Comment ça veut dire que les gens vont voir à quoi je ressemble. Parce que moi, ils connaissaient tellement bien mes mains qu'ils pouvaient savoir si j'avais changé d'ongle, si j'avais changé de forme d'ongle, de couleur. Enfin, c'était un peu leur référence, quoi. Tu vois, t'as mis un nouveau bijou, c'est un peu comme si, voilà. C'était mon outfit of the day, tu vois. Et du coup, donc on l'a tourné. Et j'aurais dit, il faut que je prépare le jour où ça va sortir. Et puis du coup, comme une belle anxieuse que je suis, je me suis dit, il faut que j'aille faire de l'hypnose parce que je vais pas y arriver tellement ça m'angoissait de me voir, quoi. Que les gens me voient, mais de me voir, c'est un truc que j'aime pas trop. Et donc j'ai fait quelques séances d'hypnose pour préparer la sortie de la vidéo. Et puis elle est sortie, il fallait bien qu'elle sorte. En plus, je l'ai trouvée plutôt chouette. En tout cas, pas mon reflet, mais ce que je racontais, j'étais assez contente de moi. Et c'était ma première vidéo. Donc j'ai pensé que ça allait me lancer définitivement physiquement sur les réseaux. Sauf que j'ai remis 6 mois avant de réussir à me remontrer. Tu recules, c'est voilà. le début. Et là, le fait que tu sois là devant les caméras et tout, qu'on parle de tout ça maintenant, t'as réussi à... Déjà, j'ai travaillé beaucoup sur ça.
c'est-à-dire que je m'attarde plus du tout sur mon image. Je vais, quoi qu'il arrive, à chaque fois les marques, on me dit si tu veux je t'envoie l'extrait ou je te montre les photos, vraiment pas, parce que ça va en plus m'angoisser qu'autre chose, ça ne me plaira jamais. Donc c'est pas grave, je pars du principe que le plus intéressant c'est ce qui va être dit, véhiculé, débunké. Et j'arrête je fais plus du tout attention à mon physique. Déjà, j'ai fait tourner une vidéo pour un énorme média. Les salauds, ils m'avaient mis en énorme gros plan un jour de canicule où je suais comme un petit cochon et tout. Je pense que ça avait vraiment été mon baptême du feu. Je me suis dit, après cette vidéo-là, c'est bon, je peux tout laisser sur les réseaux, quoi. Trop bien. Et voilà, et aujourd'hui, franchement, ça me soucie plus du tout. Trop bien. Donc là, ça a été thérapeutique. Ah c'est hyper thérapeutique. De toute façon, quand tu aides les autres aussi, quand tu sors de ta zone de confort, et que tu aides aussi les autres à sortir de leur propre zone de confort, justement, ça a un impact sur ta vie à toi. Ah oui, ça m'a quand même pas mal aidé. Et puis niveau surtout, sexo aussi Niveau sexo. Niveau sexualité, ouais. Genre le fait de sortir aussi du coup publiquement, d'être en lumière et de donner des conseils aux autres. Ouais. Est-ce que toi, dans ta propre vie, ça a eu un impact non. aussi ? Moi, je fais vraiment c'est mon métier. Tu vois, j'ai jamais eu de problème par contre dans ma sexualité. À contrario, c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai été hyper à l'aise. Mais en revanche, pour moi, ici je suis au travail. Il y a un truc vraiment où je mélange jamais les deux. Et alors oui, c'est sûr que forcément, ça m'a ouvert malgré tout le champ des possibles parce que j'ai dû lire encore plus, me renseigner encore plus. Et du coup, voilà, j'ai cultivé mon imaginaire érotique, forcément. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus ça ma question. Voilà, est-ce que tu couches avec ta commu, ça je sais que c'est faux. Non. Tu ne mélanges pas. Ça, je ne mélange pas. Je sais. Mais du coup, en privé, mais comme avec moi avec ce podcast, on apprend tellement de choses. Forcément, ça t'ouvre à des pratiques, ça te fait découvrir des choses, etc. Mais ça te libère pas plus, t'étais déjà libre dans l'intimité. Franchement, j'étais, J'avais déjà ce côté. J'ai pas trouvé que ça m'avait plus. Moi, je m'interdisais déjà rien. Donc au final, mais juste par contre, j'avais pas la connaissance. Et puis aujourd'hui encore, j'espère à bientôt 42 ans que je vais encore apprendre plein de trucs. Mais toujours. Mais c'est vrai que du coup, au final, c'est ça qui est chouette. J'ai découvert des univers, des choses. Des fois juste pour ma culture personnelle parce que ça m'a pas séduit. Mais c'est sûr que c'est génial. Ça t'ouvre comme ça un champ des possibles infini. C'est quoi les pratiques qu'on te demande le plus en com ou en DM ? Alors, les pratiques, souvent, c'est quand même la fellation. Ok. C'est vrai qu'il faut savoir... On t'écrit, on te dit comment je fais pour sucer ? Oui, voilà, exactement. Alors, faut savoir qu'avec Macha, on est assez connus pour ça. C'est-à-dire qu'on a créé un site internet sur lequel on fait des tutos fellation. Macha s'explique. Oui, Macha s'explique, ma chérie. Et donc, du coup, on a quand même eu 33 000 personnes. Exactement. Mais ça ressemble à quoi un tuto fellation ? Un tuto fellation, c'est avec un jouet réaliste. Le plus réaliste possible, on essaye de trouver des choses. Après, il y a plein de styles de pénis. Oui, mais justement, on va essayer de quoi le plus réaliste possible ? Parce que si t'achètes, heureusement qu'on trouve plus partout des jouets réalistes, mais la plupart du temps, on va te proposer un truc de 35 cm, etc. Nous, on a essayé de trouver une taille déjà qui plus réaliste, genre 32 quoi. Exactement, voilà, exactement. À peu près à 15 cm près, quoi. Ouais. Et du coup, en taille, ok. Voilà, tu vois, qui soit pas un truc qui complexe, etc. Et puis, du coup, on apprend à faire des techniques soit de masturbation. On se filme, ouais. C'est magnifique. C'est fou, hein. T'es passé de je fais des feuilles comme ça là je suce des bites en plastique. Exactement. Pour montrer comment faire des fellations. Non mais c'est incroyable. Et pour moi je suis au travail. Incroyable. C'est un truc vraiment magnifique. On l'a fait pareil pour les cunis, on fait pareil pour les doigtés. Il faut payer pour voir. C'est du contenu pédagogique. Oui, bien sûr. Ok, très bien. En gros, c'est notre deuxième activité avec Macha, en fait. Donc, quand les gens te demandent en DM, tu les renvoies. Évidemment, je peux quand même donner des conseils gratos, heureusement. Mais en fait, ce qui a fait ça au début, on n'avait pas prévu d'en faire un business. C'était parce qu'en fait, on est tellement censurés qu'il fallait un lieu. Il n'y a que les lieux payants, en gros, où tu as le droit de faire ce type de contenu. Comme ça. Et au final, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même créer un site internet, qu'il fallait une direction artistique, qu'il fallait faire un shooting photo, en fait que ça allait nous coûter de l'argent, quoi. Et donc il allait falloir faire payer ces prestations-là, quoi. Et puis c'est du contenu pédagogique. Oui, bien sûr, il n'y a pas que métier, ça. T'as des cours sur qu'est-ce que c'est que la libido, comment entretenir la flamme dans le couple, c'est quoi un orgasme, comment le schéma de la réponse sexuelle fonctionne. Des choses très pédagogiques, et puis t'as aussi des tutos. Où vous filmez en racontant ? Ouais, en fait, à chaque fois, c'est un live. Ah oui, d'accord. On fait un live qu'on enregistre,
qu'on fait sous-titrer et après, soit tu l'as acheté, t'étais là et tu peux le regarder à vie, soit tu l'as loupé et tu peux acheter le replay à vie, quoi. Ok. Et du coup, c'est souvent des femmes qui vont te demander pour la fellation. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont te demander malheureusement. Tu peux m'aider pour ma copine Malheureusement. Alors, on a quand même, je pense, à peu près 20% de clients. Hétéro, quoi. On a quand même 20% de clients hommes, entre guillemets. Pareil, c'est très binaire sur ce genre de site. Enfin, nous, l'hébergeur, on peut pas demander... Oui, on peut pas demander homme, femme, autre, c'est pas possible. Donc, on a que des statistiques hommes-femmes. Ah oui, c'est vrai. Mais on a que 20% d'hommes, ce qui est terrible parce qu'on sait que les personnes les moins satisfaites sexuellement, c'est les femmes hétéro-cis. On comprend pourquoi. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait, nous, on se dit, comment on va faire pour le satisfaire encore plus ? Oui, en fait, toujours, la charge sexuelle, elle incombe encore une fois aux femmes, et qui va aller se cultiver, qui va aller s'éduquer, encore une fois, les femmes. Ce serait trop intéressant, du coup, qu'il y ait une sorte de... Si c'est des hétéros, qu'il y ait une sorte de petit clin d'œil à la fin, après le tuto fellation, en mode, je peux aussi vous glisser 2-3 conseils pour que votre mec, il vous fasse un super fini. T'inquiète, on y va. Tu me dis si t'as besoin de moi. Il y a même des packs. Tu peux acheter, faire kiffer une vulve, faire kiffer un pénis en pack, tu vois. Voilà, pour que dans un couple hétéro, les deux investissent et j'espère se partagent. Ça va être la meuf qui va avoir l'impulse de le montrer à son copain. Souvent. Quoi. Incroyable. Souvent. Mais on a des bons retours, on n'est pas mécontentes. On a des TDS qui nous ont écrit plusieurs fois pour nous dire que leurs clients reviennent plus grâce à nous. Mais non, comment t'expliques ça ? Et ça, c'est un peu ma fierté, je te cache pas. Les clients reviennent parce que du coup, ils ont plus de pédagogie vis-à-vis des pratiques parce qu'en fait, nous aussi, on est allé chercher à travers les témoignages de nos abonnés, mais aussi des bouquins qu'on a pu lire, etc. En dehors des pratiques classiques, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ? Quel accessoire, quelle petite chose, etc. Et donc, du coup, on donne aussi des tips qui sont, je crois, pas forcément donnés ailleurs. Ok. Voilà. Mais c'est quoi le rapport avec le travail du sexe, du coup ? Non, mais c'est que nous, notre fierté, c'est quand tu as des TDS, des travailleuses et travailleurs du sexe qui viennent nous dire qu'après avoir regardé notre atelier fellation, ils ont fait des meilleures pipes et du coup, ils sont... mais du coup, c'est elles qui sont trop contentes parce que les clients sont mieux. Exactement. Ok, non, c'est pas les clients qui se sont améliorés, malheureusement. Oui. Putain, mais c'est incroyable. Voilà, donc ça, moi, tu vois, pour moi, j'ai atteint, tu vois, un niveau. Là, t'es dans un niveau, mais il y a encore tellement de choses. Mais c'est déjà, là, ton parcours, c'est quand même un vrai délire, quoi. Il y a 6 ans, tu me dis ça, je te dis, mais jamais de la vie, quoi. Ouais. Jamais de la vie. Ouais, jamais de la vie. Et t'as totalement arrêté, toi, à côté d'être à l'hôpital ? Ouais, j'ai démissionné un an et demi plus tard, parce que j'arrivais pas à négocier un mi-temps. En fait, j'aurais voulu qu'on me garde mon mi-temps, surtout pour garder la partie sexo de mon travail, et un mi-temps pour avoir un peu le temps de vraiment explorer ce métier de créatrice de contenu qui était complètement inédit pour moi, et ça n'a jamais été possible. Et au bout d'un moment, je me suis dit, flûte, voilà, je me barre. Et puis, si besoin, être infirmière, c'est pas trop dur pour retrouver du boulot. Donc, je reviendrai, quoi. Voilà. Est-ce que dans tout ce que tu racontes sur les réseaux, il y a eu une pratique, parce que tu les décris vraiment de manière très très détaillée, est-ce qu'il y a une pratique qui a fait un peu scandale où les gens ils ont débattu et tout en mode pas du tout Ouais, alors oui, j'imagine qu'il y en a plein qui font ça, mais comme moi c'est ma passion, c'est le squirt. Ta passion, c'est le squirt. Ma passion, on va dire ça comme ça. C'est pas ma passion. Non, c'est pas du tout ma passion perso parce que franchement, flemme de changer les draps. Ouais. À chaque fois. Au niveau du plaisir, c'est parfois chouette, parfois pas oufissime non plus. C'est presque un truc pas automatique. Petite performance, un petit truc de complicité. Mais bon, quand c'est tout le temps, franchement, moi, c'est un peu la plaie, cette pratique. Mais en revanche, du coup, ce qui m'a intéressée, c'est le mécanisme physiologique et psychologique. Que je suis infirmière, donc le corps, en pratique, et puis infirmière psy, l'esprit. Donc d'essayer de trouver dans ce mécanisme assez dingue comment ça se passait finalement. Et donc, après avoir interrogé urologue, gynécologue, avoir lu tout ce que je pouvais, les études, etc., la conclusion était que le squirt, c'est de l'urine. Voilà. Et ça fait scandale. Et ça, vraiment, quand j'ai sorti ce post en disant j'avais écrit l'émission Fontaine, c'est du pipi, voilà. Et puis après, j'avais déroulé aussi toutes les études, etc. Alors là, je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi hostiles à l'arrivée de cette information. Parce que déjà, je ne vois pas de quel organe magique, quelle cavité, secrète pourrait sortir ce liquide. Hein. Oui, parce que du coup, ça sort du même trou que... de l'urètre. Ouais, voilà. Ça arrive de
la vessie, qui n'a aucun vocabulaire, du même trou. Ça arrive de la vessie, quoi. Et du coup, j'ai eu déjà beaucoup de personnes concernées par la pratique qui me disaient, mais moi, je suis désolée, moi, c'est pas de l'urine. Ah oui, non, mais moi, c'est pas de l'urine, moi, c'est du champagne. Tu sais, c'est toujours cette espèce d'expérience personnelle qui ferait vérité universelle, quoi. Ouais. Oui, parce que peut-être tu t'hydrates beaucoup, par conséquent, ton urine, elle est très diluée, peut-être que t'as fait pipi avant, que peut-être que machin, mais dans les faits, dans l'analyse, t'as de l'urée, t'as de la créatinine, t'as tout ça. Et la créatine, tu vas dans les détails, toi. Je suis en mur. Incroyable. Du glucide. Non, mais tu vois, tu retrouves tous les éléments de l'urine, finalement. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un truc incroyable, c'est un mouvement qui s'appelle Squirt is not pee. Donc, c'est-à-dire que vraiment, donc le squirt, c'est pas de l'urine, quoi. Et donc, t'as vraiment des gens dans le combat quotidien, c'est d'aller démonter cette vérité scientifique au final, hein, parce que les études aujourd'hui le prouvent. Mais donc voilà, donc là, ça a vraiment suscité énormément Mais ça raconte quoi ? Pourquoi ils se m'énervent comme ça ? Ça raconte quoi, à ton avis, sur leur sexualité ? Parce que, principalement, quand on pense au squirt des personnes à vulve, que nous, tout ce qui sort de nous doit sentir le jasmin, la fraise tagada, que du coup, finalement, ça pourrait sentir l'urine. Enfin, en fait, ça désacralise le truc qui est d'ailleurs mis beaucoup en lumière par le porno, hein, principalement. Faut que tout soit propre, clean. Ouais, ça rend un truc qui était une performance à atteindre en fait peut-être un peu cracra. Wow. Et ça, les gens, ils n'ont pas envie de ça. Donc ils veulent pas du sexe sale, quoi. Ils veulent de la perf propre. Voilà, la perf propre. Ça sente pas. Enfin, je suis désolée, mais une belle perf en cul, enfin, t'as sué. Tu vois ? Non, mais c'est vrai, t'as sué, il y a des fluides, etc. Enfin, sinon, je sais pas ce que t'as fait, mais c'était somme toute assez rapide. Donc moi, je voyais pas. Mais en plus, ça a aidé beaucoup de personnes qui avaient ce squirt qui sentait l'urine et qui se sentaient complètement complexées par rapport à ça et qu'on dit, bah oui, moi, c'est vrai, parce que moi, ça sent l'urine. Et du coup, au moins, je me dis, sorti cette info et ça a rassuré toutes les personnes qui se sentaient à la marge au final. Donc j'ai fait le job. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à ceux et celles qui nous regardent, qui nous écoutent, qui n'est pas assez demandé en DM, en MP sur Insta, et qui pour toi est important quand même de reclarifier ou je pense on parle. Bon, tu peux regarder à la cam. Ouais, tout à l'heure je t'ai parlé de fellation, mais de façon générale quand même, on est toujours dans des questions de performance et on est rarement sur de l'exploration de la sexualité non pénétrative. Et vraiment, en fait, le champ des possibles de la sexualité non pénétrative est infini, qui n'a pas besoin de bander, qui n'a pas besoin de se faire pénétrer, qui peut avoir vraiment tellement de choses à faire que j'aimerais avoir beaucoup plus de questions sur ce sujet-là, plutôt que sur des espèces de performances à cocher dans la sexualité, qui sont parfois plus mécaniques, automatiques que plaisantes, quoi. Voilà. Trop bien. Edwige, juste avant qu'on se quitte, je vais te poser 2-3 petites questions. Enfin, Allez. C'est toi qui vas te les poser, en fait. Ok. Et tu vas juste me répondre par trois mots. Je sais pas si tu connais le Kiss, Marry, Kill. Oui. Ok. Donc du coup, moi, je veux pas tuer les gens. Non, alors justement, on n'a pas voulu tuer les gens. Ok. On n'a pas voulu les marier ni les embrasser. Là, c'est des pratiques sexuelles. Ok. Parce que pour rien du monde, je veux me marier. Pas de bitchy. Ok. Donc vas-y. Allez. Et si c'est trop intime, tu fais un autre. Ok. Et donc là, c'est moi pour savoir si j'aimerais ça. Bah tu nous dis si tu kisses, si tu maries ou tu kills. Et tu nous dis ce que c'est. Donc champagne shower ou golden shower. J'avoue. Ah non, c'est pas la même chose. Attends. Non mais tu penses vraiment juste une douche au champagne. C'est n'importe quoi. Ça, on s'est trompé. Je trouve que c'est golden shower, non ? C'est golden shower. Voilà, on a écrit champagne shower. Champagne shower. Bah oui, bien sûr. Tous les jours si tu veux, tu vois. Bon, non, peut-être pas enceinte. Mais alors golden shower, j'avoue, c'est pas du tout ma cam. On parlait de ça. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens le squirt, l'urine et tout. Oui. C'est là que j'aime les golden showers. Si, la meuf. Oui, en plus, alors qu'il n'y a pas de fétichisme de l'urine dans la pratique du squirt. Bref. Ouais. Mais non, j'avoue. Donc c'est Basseignette. C'est kill. Tu connais le jeu ? Oui, oui. Et Basseignette. Bon, ça va. Donc c'est kill. J'avoue, non, on a déjà essayé de... Mais non. T'as déjà essayé, t'as dit ? Non, on a déjà essayé de me convaincre. Et c'était non. Ok. L'hétéronormativité. Bah écoute, étant, pour ma plus grande surprise, en couple hétéro depuis 6 ans,
Voilà. Voilà, enfin, je suis très heureuse, mais en revanche, l'hétéronormativité, elle fait chier tout le monde. Enfin, je trouve que tu vois, que ce soit... Elle fait cette espèce de norme selon laquelle on devrait vivre, parce que c'est pas que des pratiques sexuelles, hein, c'est au-delà, emmerde tout le monde. Voilà. Même ceux qui sont hétéros, en fait. Même ceux qui sont hétéros. Il faut qu'ils soient bi. Mais du coup, même... Ah non, on choisit pas son orientation sexuelle. Exactement, donc c'est pas une pression, hein, on n'est pas sur un truc de... Non. Mais ça fait chier. Mais ça fait chier tout le monde, ça met de la pression, ça fait rentrer dans des cases. Tu vois, par exemple, on parle de cul, mais non, ça peut être le mariage, les enfants, enfin plein de choses qui habiter ensemble, des choses qui sembleraient être obligatoires et qui font chier tout le monde. Donc, kill encore. Ah oui. C'est bien. C'est bon, j'ai compris. J'ai capté le truc. Est-ce qu'on va trouver un mari? Je sais pas. Allez. Alors, le voyeurisme. Alors. Le voyeurisme dans un club dédié, Kiss, tu vois. Vraiment, enfin, tu vois, là, tout le monde est d'accord. C'est du voyeurisme consenti, etc. Il y a un cadre. Tu vois, je trouve ça hyper excitant de regarder d'autres personnes faire l'amour, etc. Et de toi, t'aimes bien qu'on te regarde? Aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je trouve... hyper excitant, mais alors vraiment dans un contexte de club ou de soirée consentie ou de lieu, etc. Et en dehors de ça, je trouve que c'est un peu la plaie de notre société aujourd'hui. Ça peut être très vite une agression sexuelle. Mais oui, évidemment. Mais de façon générale. Donc voilà, dans un cadre consenti, on se marie pas, mais on se fait un bisou quand même. Okay, donc kiss. Trop bien. Trop bien, Edwige. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci d'être venue et vraiment bravo pour ton parcours. Merci. Trop fou. Franchement, avec ta voix, ta main et tout, t'es trop mimi, j'adore. On a trop besoin de gens comme toi. Franchement, merci. Et merci à tous et à toutes d'être là encore pour cette saison 4. Trop chouette. Et puis voilà, vous pouvez commenter, vous pouvez réagir sur cet épisode, vous pouvez nous conseiller d'autres sujets aussi. On est sur YouTube, on est sur toutes les plateformes de streaming. C'est Malou Monroe qui anime, c'est Passage du Désir, qui écrit, qui conçoit, qui produit. Voilà, on est partout dans la France, on est sur Internet et on vous fait plein de bisous. Salut. Au revoir. Ciao.